La question du voile qui est sous-jacente, centrale à la question de la laïcité, il me semble du moins, est revenue de l'avant après des propos d'une certaine doyenne universitaire. Posons-nous la question directement, sans voilement, si vous me permettez le jeu de mots. Quel est, j'utilise le titre de notre invité, d'un texte que notre invité a rédigé. Le voilement dans les écoles, un vrai problème? Pour en parler, nous recevons donc Frédéric Lacroix, l'auteur de ce texte publié sur son blog. Frédéric Lacroix est bien sûr chercheur indépendant et essayiste. Donc, Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Donc, le voilement dans les écoles est-il un problème? La question à 100 $. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'activisme politique autour de cette question dernièrement. Puis moi, il y a une phrase de Madame Rachel Chagnon, qui est donc doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM. Une phrase qu'elle a mentionnée à l'émission Tout peut arriver à Radio-Canada, donc le 4 octobre dernier. Elle a dit, entre autres choses, elle a dit beaucoup de choses, mais son point de départ, c'était qu'elle s'opposait à l'imposition de la laïcité pour les élèves dans les écoles en disant, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que l'on a des milliers de jeunes enfants dans les écoles qui portent des signes religieux ostensibles? Là, bien sûr, cette définition-là des signes religieux ostensibles, on parle majoritairement du voile islamique. Donc, moi, je suis parti de cette question-là, puis je me suis dit, bon, j'ai fait une petite recherche, savoir, OK, est-ce qu'il y a un estimé officiel ou une compilation officielle du nombre de jeunes filles voilées dans les écoles québécoises? Puis, j'en ai pas trouvé. À ma connaissance, des données Personne se pose actuelles. ou veut poser la question, je dirais. Ben, Personne ne veut faire le calcul de peur des résultats, si je peux, si je peux dire. moi, c'est ce que je crois. Je pense qu'on pourrait connaître la réponse à cette question assez facilement. Il n'y aurait qu'à demander aux directions des écoles de faire un décompte, etc., d'impliquer les profs, puis on aurait un portrait assez précis de la situation. Puis ça m'étonne que ça n'a pas été fait suite au rapport sur Bedford, par exemple. Le rapport de Bedford sur Bedford, on a envoyé des enquêteurs dans 17 écoles. On a un petit portrait de ce qui se passe dans ces écoles-là, mais on ne l'a pas de façon globale. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je peux faire, moi, mon estimé de mon cru sur cette question? Il y a quelque chose qu'il faut que je mentionne, c'est qu'il y a un estimé officiel qui existe sur cette question, mais il date de mars 1995. Donc, c'est un C'est rapport pas récent. du Conseil du statut de la femme, réflexion sur la question du port du voile à l'école. Donc, ça a été publié en mars 95. Puis, il y a une réflexion sur cette question-là. Donc, ça fait 30 ans. Parce que à l'automne 1994, une jeune fille était arrivée voilée dans une école secondaire de Montréal, j'oublie c'est laquelle. Et ce qui est intéressant de noter, c'était une convertie. Donc, bon, de mémoire, son nom c'est Émilie Ouellette ou quelque chose comme ça. Une convertie à l'islam qui a décidé de porter le voile islamique. La direction l'a renvoyée chez elle et ça a fait toute une histoire. Euh, donc, une Si je peux faire réflexion un parallèle, vous connaissez peut-être l'histoire des trois jeunes filles exacte, oui, voilées de Creil en France dans les années 80. Je me rappelle plus de l'année précise. 85, je Ouais, crois, ou milieu des années 89. 80. Peut-être vers la fin, mais c'était à peu près le même principe à ce que je sache. Et ça avait créé, bon, à l'époque aussi en France, là, certains remous. Et on a su par la suite, je pense que Mme Bergeau-Blaclair en parle dans son dernier livre sur le frérisme, que tout ça avait été orchestré. En fait, c'était pas du tout un hasard que ces trois jeunes filles se soient présentées voilées à l'école. On voulait créer un clash, ou du moins, je dirais pas un débat, une confrontation directe avec la laïcité française, là, dans le contexte de la France, bien sûr, et donc instrumentaliser la chose à leur avantage. Force est de constater qu'ils ont quand même globalement réussi, malheureusement, on Oui, peut dire. donc c'était Mais une c'est un peu la même chose provocation. ici. Je ne veux C'était pas une- dire que la jeune femme en question a été manipulée, mais je pense qu'on peut plus exclure l'hypothèse que tout ça est planifié là, quelque part. C'est néanmoins un événement parallèle à celui de Creil en C'est ça. France. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'était une Québécoise, donc d'origine, une convertie. Donc, est-ce qu'il y a eu une manipulation puis une volonté de tester les autorités à l'époque? On ne le sait pas. Euh, bon, mais c'était le point de départ de mon analyse. Puis à l'époque, les directions des écoles de la CECM, à l'époque, avaient fait un relevé, puis ils étaient arrivés à un nombre de 70 jeunes filles voilées dans les écoles de la CECM. Sur combien Puis d'étudiants? 100 000 ou 200 000?
J'ai pas l'effectif étudiant, mais c'était quand même assez C'est énorme. important, là. Ouais. Oui. Donc, c'était un phénomène tout à fait marginal. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté musulmane à l'époque, c'était 45 000 personnes au Québec au total, donc 41 000 à Montréal. Donc, on peut dire que le voile était quasi absent chez les élèves. Puis, la conclusion du rapport, c'est que plutôt que la répression, la persuasion et l'affirmation des valeurs démocratiques, ce serait une façon de combattre l'intégrisme, selon le rapport du Conseil du statut de la femme. Donc, donc à l'époque, en fait, c'était quasi absent. Le voilement, c'était quelque chose d'à peu près inconnu au Québec il y a 30 ans. Puis, si on regarde aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un estimé de la situation en partant, premièrement, des chiffres de Statistique Canada. Donc, Statistique Canada compile des réponses sur la religion. Donc, on se connaît le nombre de musulmans présents au Québec en 2021. C'était 423 640, 5,1 % de la population du Québec en 2021. Puis là, si on fait une analyse de distribution de classe d'âge dans cette population, si elle est similaire à celle des autres Québécois, on peut dire, bon, il y a à peu près 88 000 musulmans de moins de 20 ans au Québec en 2021. Puis, il y a une enquête d'Environix qui date de 2016, malheureusement, mais il n'y a rien de plus récent, qui était arrivé au chiffre de 48 % de port de voile chez les musulmanes au Canada. Donc, à peu près la moitié des femmes musulmanes seraient voilées au Qui Canada est en Environix? 2016. Environix, c'est une firme de sondage. Et pourquoi est-ce qu'il avait fait un tel sondage à l'époque? Je ne sais pas, c'était peut-être dans les 2016, c'était un peu après la charte de la laïcité du PQ, donc la question était quand même dans l'air. Puis ce qu'ils avaient noté dans leur sondage, c'est qu'il y avait des données antérieures, donc il y avait 2 points, puis il avait noté qu'il y avait une hausse quand même importante du taux de voilement chez les musulmanes, là. Je ne sais plus en combien d'années. Mais bon, je suis parti de ce chiffre-là. Je me suis dit, bon, il y a tant de musulmanes de moins de 20 ans. Ça donne, bon, au Québec, en 2021, à peu près 21 000 musulmanes de moins de 20 ans voilés au Québec. Puis si on fait un ratio là, du nombre d'élèves dans les écoles, tout ça, on a une idée, grosso modo, c'est comme la borne supérieure du nombre de filles voilées qu'il peut y avoir dans les écoles. Puis après ça, j'ai fait une enquête de terrain. Donc, j'ai questionné des professeurs qui ont enseigné à Montréal ou qui enseignent à Montréal pour savoir, OK, dans vos classes, vous avez combien de filles voilées? Puis, ils m'ont répondu, ils m'ont tous répondu en fait, qu'en moyenne, il y a souvent 1 à 3 filles voilées. Ça, c'est très fréquent dans leur classe. 1 à 3 sur des groupes de 35 environ. Donc, si on prend ce ratio-là, puis on dit, OK, en 2024, il y a 240 000 élèves inscrits au secondaire, il y aurait entre 6 700 puis 20 000 jeunes filles voilées dans la grande région de Montréal seulement dans les écoles. Dans les écoles secondaires seulement. Grande région de Montréal, on inclut les banlieues, là. Oui, mais on inclut la couronne. La couronne, Puis, donc, si on fait le ratio pour le Québec au complet, il faut potentiellement doubler ces chiffres-là. Donc, on est à entre 12 et 40 000. Donc, 40 000 dépasse l'estimé du recensement de 2021. Mais on sait que la population a augmenté vraiment massivement depuis 2021, depuis le dernier recensement. Donc, tout ça me fait dire que si on fait un estimé conservateur, on peut penser qu'il y a certainement à peu près 10 000 jeunes filles voilées dans les écoles à la grandeur du Québec, si on inclut le primaire et le secondaire. Ça me semble être un estimé assez conservateur. Donc, si on revient au propos de Mme Chagnon, elle disait, est-ce qu'on a des milliers d'élèves voilés dans les écoles? D'élèves qui portent des signes religieux ostensibles. Moi, j'ai interprété La réponse de façon est oui. stricte. Puis, la réponse me semble certainement être oui. On en a des milliers là, à l'heure actuelle. Puis, quand on regarde cet estimé, je répète que c'est un estimé de mon cru, faute de meilleurs chiffres. Si le ministère de l'Éducation souhaite faire un relevé officiel, je serais enchanté. Mais ils le feront jamais, là. C'est mon opinion, c'est mon analyse, mais je veux dire, je vois pas comment ils le feraient, ça serait trop politiquement incorrect. Ils vont pas distribuer un formulaire disant êtes-vous une femme voilée, oui ou non, et ensuite compiler le tout, ça serait beaucoup trop ciblé, de un. Et donc,
je pense Ils à l'ont juste ce fait, Ouais, ils allez-y. l'ont fait en 94. Ça, il faut le noter, là. Les directions scolaires l'ont fait. Donc, qu'est-ce qui les Avec un empêche de le faire questionnaire. aujourd'hui? Pas un questionnaire, ils ont demandé aux directeurs d'école qui ont fait, tu sais, qui ont fait le tour des profs. Donc, c'était fait de façon informelle, c'était pas un questionnaire. Donc, c'était pas un recensement passé à chaque élève, c'était un relevé visuel parce que le voile, c'est un symbole qui est fait pour être remarqué visuellement. Donc, c'est facile de le voir, c'est fait pour ça. Donc, ils l'ont fait en 94. Moi, je ne sais pas, est-ce que la situation maintenant rend la chose impossible? Pourquoi c'était possible il y a 30 ans? On peut poser la question, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de noter vraiment qu'en 94, on en avait 100. Là, on en a à peu près 10 000. Puis la croissance de la population musulmane au Québec, c'est un facteur 8. Donc, si on fait les ratios de tout ça, la croissance du taux de voilement dans les écoles depuis 1994, c'est 14 185 si on croit mon Ouais, estimé exprimé en pourcentage. en pourcentage. Puis la population musulmane, ça a été multiplié par presque 10, c'est à peu près 840 de croissance. Donc, le taux de voilement ne suit pas du tout la croissance de la population musulmane. Il évolue beaucoup plus rapidement. Puis ça, ça a été noté dans le sondage d'Environix auquel j'ai fait référence. Ben, Donc, je me rappelle que c'était Jamila Benhabib, je me rappelle bien, là, qui a écrit Ma vie à contre-Coran, qui était une immigrante algérienne qui a quitté l'Algérie pendant la guerre civile dans les années 90, justement, à peu près autour de 94-95, peut-être un peu avant, là, qui vit en Belgique, je crois, maintenant, mais qui disait, lors d'une émission au Québec, là, il y a quelques années, que quand elle avait quitté l'Algérie, c'était bien sûr pour quitter ce qu'elle appelait les barbus. Et elle dit, bon, la première génération, la première vague d'Algériens qui est arrivée au Québec, en fait, à peu près comme ils étaient tous comme elle, donc voulaient vivre la modernité occidentale et s'éloigner le plus possible du fondamentalisme islamique dans ce cas-ci. Et donc, tout s'est bien passé, mais la deuxième vague, donc, elle a dit, c'est les barbus qui nous ont suivis. Et les autorités canadiennes ne voyaient pas la différence, étaient incapables de distinguer quelle était qualitativement la différence entre les deux. Et tout ça me faisait penser, justement, ce que vous avez dit, il y avait très peu de voiles à l'époque, peut-être parce qu'il y avait déjà des musulmans, mais c'était pas nécessairement... ils étaient plus laïcisés, plus laïques. Ils sont arrivés déjà laïcisés, si on peut dire, dans le sens qu'ils souhaitaient cette laïcité. Mais là, depuis, les politiques d'immigration sont encore, à mon avis, incapables de distinguer. Et donc, on dit oui ou on laisse entrer des gens, ou même on va les chercher, on va les recruter, là, soyons francs. Et c'est impossible de s'assurer qu'il y a une adhésion préalable, si on peut dire, à ce qu'on conçoit comme étant une laïcité évidente au Québec ou même au Canada. Ben, c'est intéressant cette anecdote de Mme Benhabib. Oui, ça correspond certainement aux chiffres que j'ai trouvés. Puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que la croissance de la population musulmane depuis ce temps-là, puis la croissance de la présence de l'islam politique, là, on le voit de toutes sortes de façons, fait en sorte que ceux qui sont plus intégristes, je crois, se sentent maintenant à l'aise de vivre au Québec parce qu'il y a tout un écosystème qui peut répondre à leurs besoins. Il y a une disponibilité de bouffe halal, il y a de très nombreuses mosquées, il y a tout un environnement culturel islamique qui s'est établi. Donc, un musulman très pieux, très plus intégriste, je pense, ne trouve plus de problème à vivre au Québec. Si on prend l'exemple de la France, il y a plusieurs études qui ont été écrites sur le sujet et différents rapports. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la première génération, principalement d'Algériens et de Marocains, mais de Tunisiens aussi, de Maghrébins, dans les années 50, 60, début 70, qu'on avait recruté principalement parce qu'il manquait de main-d'œuvre, le discours n'est pas nouveau, était bien sûr religieuse, mais pas plus que ça. Donc, ça se reflétait très peu dans l'espace public. Il y avait très peu de femmes qui portaient le voile, de un, ou les habits traditionnels. Donc, c'est très, très peu visible. Et leurs enfants ont été, je cite, réislamisés par des différentes organisations qui ont non seulement financé, construit des mosquées, des centres culturels, qui ont envoyé même des imams, des prêcheurs. Et on a eu ce qu'on appelle la réislamisation de cette diaspora qui n'était pas nécessairement énormément avant ça. La révolution iranienne de 79 avait joué un rôle parce qu'eux-mêmes avaient commencé à réislamiser les diasporas chiites, dans ce cas-ci, en Occident. Mais les organisations sunnites, notamment que les frères musulmans, s'en sont inspirés d'ailleurs. Tout à fait. Et donc,
j'essaie d'expliquer le phénomène, là, pourquoi, comme vous l'avez dit, le nombre de femmes voilées, qui est un indicateur, qui n'est pas une cause, plus une conséquence, à mon avis, a augmenté tellement plus rapidement que la population musulmane au Québec. Je pense que ça, c'est une analyse que nos puissances publiques, les pouvoirs publics, je devrais dire, du moins, j'ai jamais entendu quelqu'un aux affaires, comme on dit, le dire aussi clairement au Québec. J'ai pas l'impression que c'est compris, en gros. Non, je pense pas. Je me rappelle qu'il y avait un article dans le Journal de Québec il y a quelques années qui parlait de la mosquée de Québec, du nouvel imam de la mosquée de Québec, qui était un type qui était arrivé directement du Maroc ou d'Algérie pour être l'imam de cette mosquée-là. Donc, quelqu'un qui avait aucune notion du Québec, puis je ne sais pas de quelle filière il était issu, mais on peut craindre le pire. Donc, tu sais, le parallèle avec la situation en France, donc la réislamisation de la deuxième génération, moi, je pense qu'on le voit. Puis, donc, j'ai fait un estimé du taux de voilement. Ça détonne avec ce qu'on voyait en 1994. Puis ce qu'on voit, par exemple à Québec, moi j'habite à Québec, on voit des niqabs régulièrement. On me dit maintenant il y a des jeunes filles en niqab au cégep de Sainte-Foy. C'est la première fois que ça arrive. Où ont-elles eu l'idée de porter des niqabs? Ça vient d'où? Le niqab, c'est vraiment un marqueur de l'intégrisme le plus extrême à mes yeux. Donc, on peut penser que l'intégrisme est bien établi dans la ville de Québec. Puis on me dit aussi qu'à Montréal, c'est monnaie courante dans plusieurs cégeps, les niqabs, les abayas, etc. Donc, la question du voilement est importante parce que c'est un marqueur visuel de la présence de l'islam politique qui utilise ce marqueur-là pour marquer son territoire et sa puissance. Donc, moi, je pense que la question devrait nous intéresser. Puis, si je peux boucler sur le rapport du Conseil du statut de la femme de mars 1995, il disait, bon, on va laisser les valeurs démocratiques éroder naturellement l'intégrisme islamique. Puis moi, ça me semble être un échec retentissant, la stratégie choisie jadis, puis choisie encore par beaucoup d'organisations, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils vont s'installer ici, puis ils vont naturellement adopter les valeurs démocratiques. Je me rappelle très bien ça, en fait. Ça me semble être un échec retentissant de cette stratégie. Ou une naïveté une naïveté ou une lâcheté, je ne sais pas. Puis je pense qu'il est plus que temps de passer à la phase répression, pour utiliser ce terme-là, c'est-à-dire qu'on doit lutter. Il n'est pas trop tard. J'ai envie de dire que quand tu atteins un certain seuil, certains diraient la quantité devient une qualité, ce qui veut dire que tu ne peux plus vraiment changer la chose. On parle de 10 000, vous avez dit 10 000 fillettes voilées à Montréal, ou à la grandeur du Québec, excusez. Au Québec, oui. Au Québec, mais on ne pourra jamais imposer ça à 10 000 jeunes filles. Pratiquement parlant, il n'y a jamais personne qui aura le courage politique de le faire et les conséquences politiques de ça seraient inconcevable, donc personne ne va le faire. La question qui se pose à nous, à mon avis, est qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Si on le fait pas, oui. Si on ne fait rien. C'est pas le coût à payer si on le fait. Le coût va être élevé, je pense. Mais si on ne fait rien, donc il faut se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si on ne fait rien dans 20 ans, je pense que le voilement va être la norme pour toutes les jeunes filles issues du Maghreb. Donc, on va être à 100%. Puis, le voilement va peut-être s'imposer même aux autres qui devront le faire juste pour être acceptés. Donc, une certaine pudeur qui va s'imposer. Ça, on le voit en France, d'ailleurs, les non-musulmans dans certains quartiers ou dans certaines écoles finissent par s'auto-imposer une certaine pudeur, oui. Oui, moi, on me dit que on peut pas prendre le métro. Par exemple, dans certains quartiers, les jeunes filles s'habiller maintenant de façon charia compatible quand elles prennent le métro dans certains quartiers pour ne pas se faire harceler. Elles ne vont pas dans certains quartiers. Donc, moi, je pense que c'est l'avenir qui nous attend et c'est ce qui nous attend si on ne fait rien. Donc, le coût à payer, à mon avis, va être de plus en plus élevé à chaque année si on choisit le chemin de la lâcheté face à cette question. Puis, tu sais, on a attendu beaucoup trop longtemps pour agir. Ça, c'est un fait. Nos élites politiques ont vraiment abandonné la question, se sont écrasées. Puis maintenant, le prix à payer augmente à chaque année, mais si on ne le paie pas, ça va être de pire en pire. Je suis né, j'ai grandi à Montréal. J'ai fait mes études universitaires au centre-ville de Montréal. C'est anecdotique, encore une fois, là, mais j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on a le droit de voir ce que l'on voit? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que
dans mon enfance, il n'y avait aucune femme voilée. Et je me rappelle très bien jouer au soccer, au hockey avec des petits Algériens, des petits Marocains. Et en fait, on s'est jamais posé la question de la religion parce que les mères et les sœurs, aucune d'elles ne portait le voile ou de signe ostentatoire quelconque sans qu'on les force d'ailleurs. Là. La question se posait même pas en fait. Et donc, ça semblait complètement déroutant, ce que je veux dire. Mais pour nous, le jeune Québécois francophone de souche, on peut dire, c'était des Français. Parce qu'il y avait un accent qui, à notre oreille, nous semblait être un accent français. Parce qu'on entendait dans les films français, par exemple. Et donc, ça devait être complètement déroutant pour eux, mais il n'y avait aucun signe qui nous forçait à nous poser la question de la religion. Mais bien sûr, au cours des décennies, on a commencé à voir de plus en plus de femmes voilées dans la rue, pas qu'à l'école d'ailleurs. Ce qui fait dire que vos chiffres m'ont pas surpris. Je m'y attendais. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant c'est chiffré, ou c'est un estimé, mais on s'entend, mais c'est quand même un chiffre que personne d'autre avait mis de l'avant. Mais on le savait tous intérieurement, que ce soit à Montréal ou dans la grande région de Montréal, on le savait un peu tous là, que les chiffres que vous avancés sont à peu près vrais, mais pourtant on s'empêchait de le voir collectivement. Oui, probablement conservateur. Probablement conservateur, oui, c'est sûrement Oui. plus élevé. Puis tu sais, faut se poser la question, quelle est la fonction du voile? Il y a plusieurs fonctions. C'est de marquer l'appartenance de la jeune fille à la communauté des croyants, donc à l'Oumma. C'est de l'empêcher de sortir de la communauté des croyants. C'est de l'invisibiliser en même temps, invisibiliser la femme. Mhm. C'est, tu sais, le fondement de la société islamique, comme le dit Florence Bergeau-Blaclair. Puis, moi, le plus grave, je trouve dans le voilement, c'est que c'est fait pour empêcher l'intégration des musulmanes en Occident. Tu sais, c'est une barrière qui est érigée volontairement pour empêcher l'intégration. Donc, c'est dans les écoles, si c'est présent, c'est quelque chose qui enraye l'intégration. Puis sa fonction, une de ses fonctions majeures, c'est ça. Donc, moi, de mon point de vue, c'est un symbole tout à fait inacceptable. Si notre but est d'avoir une intégration. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant et essayiste, vous venez de publier un texte sur votre blog, donc on peut trouver à frédériclacroix.québec, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le blog, pardon, est intitulé « Le voilement dans les écoles, un vrai problème ». Merci beaucoup. Merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.